trois sorciers de Smart Bourse, comme chaque troisième vendredi du mois avec nous en plateau. Ce soir, Philippe Béchade, la Bourse au quotidien, président des Éconoclastes, est avec nous en présentiel. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et non mais vous étiez à distance les dernières fois et je me dis que l'heure est grave là pour vous avoir en plateau ce soir. Il doit se passer des choses sur le marché. On va en parler bien sûr avec vous, avec Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, avec nous ce soir. Salut Jean-Louis, et Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Je le disais en titre, 7e échéance positive consécutive. Je simplifie en disant c'est le 7e mois de hausse d'affilée. L'échéance, c'est le 3e vendredi du mois. Si on prend ça comme point de départ et point d'arrivée, ça fait 7 mois qu'on monte. Depuis le mois d'octobre dernier, on aligne les échéances positives avec une compensation à 6395,2 points pour le CAC. Ce soir, on venait d'une compensation à 6278,4 points le 16 avril dernier pour l'échéance précédente. Quel est le bilan que vous faites de cette échéance et le rapport de force en présence là, dans le marché? Comment est-ce qu'on peut le décrire, Romain? Il y a énormément de choses à dire, mais effectivement, quasiment 1500 points depuis le mois d'octobre. C'est cette échéance de hausse, donc un record, un nouveau record depuis plus de 10 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que concernant les intérêts, ils sont toujours moyens. On est toujours avec un intérêt qui est à peu près 25% inférieur à l'intérêt habituel sur le futur CAC 40, donc, mais qui se tient. Ce qu'on peut dire sur les forces en présence, c'est que acheteurs et vendeurs, le retour des vendeurs, ça c'est un des éléments marquants. Retour subreptice, un peu rapide, mais il y a eu quelques attaques baissières qui ont été maintenues quelques jours à partir du 4 mai et jusqu'au dernier rebond qu'on a connu. Ça c'est les phases là quand on allait tester entre 6150 et 6002 sur le CAC là pendant 1 ou 2 jours, effectivement, on avait ces petits trous d'air qui nous ramenaient un peu vers le bas sur ces zones-là. Exactement. Alors c'est pas des mouvements, des positions importantes, mais de l'ordre de 10 000 contrats futurs ouverts dans les mouvements de baisse, ce qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça c'est l'un des faits nouveaux, un des faits marquants. Un marché qui est hyper technique. En fait, il y a peu d'intervenants dans ce marché. C'est un peu ce qu'on évoque depuis quelques temps. Les grosses mains sont en train d'alléger, de sortir. Et il y a de la spéculation en contrepartie qui travaille pas mal, qui arbitre plutôt dans le sens acheteur, globalement, et puis des absences de pression baissière qui permettent au marché de remonter avec des volumes qui sont assez moindres. On constate qu'il y a toujours cette structure de volume plus lourd à la baisse, plus léger dans la hausse. C'est de l'ordre de 3 quarts, 1 quart. C'est pas énorme, c'est pas une grosse phase de distribution, je pense pas. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'allègement des positions plutôt que de retournement de tendance. Les mouvements brutaux et la désorientation qu'on pressentait en début de semaine, on a des signaux qui minimisent ce mouvement d'alerte à court terme, ça c'est important aussi. On voit qu'il y a aussi un énorme travail algorithmique dans ce marché et c'est impressionnant de voir les décalages linéaires, précis et continus qui se mettent en place. Donc on a des alertes qui sont un peu moins marquées, une semaine intéressante qui donne des signaux importants mais des signaux de solidité plutôt aussi, je comprends. De solidité, de résilience. De résilience. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'ait pas un petit mouvement de correction qui vienne, mais il sera moins méchant que ce que j'anticipais probablement, compte tenu de la résilience qu'on a connue cette semaine et justement des signaux. On n'est pas allé marquer de nouveaux plus bas, on a invalider probablement ces structures d'élargissement, ces structures en triangle inversé. Où on faisait des points toujours plus bas et des points hauts toujours plus hauts. Voilà, exactement. On n'a pas fait de points plus bas cette semaine, on s'est arrêté un peu moins bas sur les indices. Et ça a l'air mais c'est important puisque ça transforme les structures d'élargissement. On y reviendra peut-être un peu plus largement, mais on passerait de structures d'élargissement triangle inversé à des structures de diamant. C'est plus joli. Ça brille plus. Ça brille plus. Ça dure un peu plus longtemps. En revanche, ça se termine toujours par un mouvement de baisse, mais un mouvement de baisse, ça c'est la bonne nouvelle, un peu moins marqué a priori, c'est moins désordonné. Donc quand les mouvements de retournement sont un peu plus ordonnés, ils sont moins brutaux et on a des cibles qui ne sont pas trop méchantes, on pourra y revenir, mais voilà. Pour l'instant c'est un peu cet état d'esprit-là avec lequel on entame l'échéance du mois de juin avec... Toujours aussi peu de couverture. Alors, ça fait des semaines qu'on en parle, Romain, mais là, ça y est, on bascule sur l'échéance de juin. Sur juin. Ça a remonté un tout petit peu cette semaine, surtout aujourd'hui. Il y a quand même 4000 options de vente ouvertes sur l'échéance de juin. Il y a quand même 100 000 options sur le mois de juin, donc c'est pas énorme. Sur 6003, il n'y avait vraiment rien du tout comme au niveau de options de vente jusqu'à 6000. Il y avait une ligne de 1200 options de vente à 6000 et le gros de la couverture était à partir de 5008. Là, donc vraiment, aujourd'hui, il y a eu 4000 options de vente ouvertes un peu au-dessus. C'est pas suffisant pour bloquer un marché ou faire un niveau de soutien fort. C'est pour ça que toujours un retracement probable entre 5008 et 6000 paraît un scénario valable. Jean-Louis, bon, je vous lis tous les jours.
Et j'aime beaucoup la manière dont vous décrivez, vous êtes sur le sens de la formule, enfin, vous dites le marché baisse quand il n'y a plus d'acheteurs et le marché monte quand il n'y a plus de vendeurs. Ça permet de comprendre quand même le manque de densité, comme vous dites, là, qu'il y a dans ce marché aujourd'hui. En fait, vous allez voir, l'explication va être aussi pour un peu contredire Romain. Ah. C'est-à-dire que quand il lui voit dans la descente une augmentation des positions vendeuses, moi je lui dis non, ce n'est pas de la conviction vendeuse, ce ne sont même pas des spéculateurs qui viennent vendre le marché, et là vous allez voir qu'il va réagir, il va dire ah ouais c'est vrai, j'en suis sûr. Je pense que la gestion des options, des deltas d'options qui sont dans justement une zone dans laquelle on a beaucoup traité précédemment, alors que quand on était à 6004 il n'y avait personne, tu vois, on n'y est pas resté très longtemps, donc on s'est resensibilisé sur les ventes de put, les achats de call, du coup il a fallu désengager sur les achats de call, et puis se resensibiliser sur les ventes de put. Donc, évidemment, on s'est retrouvé avec un marché qui, jusqu'à qu'il trouve un équilibre, il enfonçait les portes ouvertes. Mais là, il n'y avait pas de conviction. Non, je suis sûr que chez toi, les spéculateurs, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout le monde regardait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'est quoi ? Donc, c'est les conséquences des stratégies optionnelles qui ont été montées dans ce marché ? Pour moi, c'est de la gestion de position d'arbitrage, beaucoup, avec des gérants, quand ils voient des divergences comme ça entre les fondamentaux, où il y a quand même beaucoup de menaces, surtout à ce moment-là, si vous voulez. À ce moment-là, quand on tombe le jour de l'ascension là, à 6140, moi je regarde et je dis en direct, non, moi j'achète. Alors je n'ai pas une grosse conviction non plus, mais j'achète. Et donc, c'est pas évident, mais c'est le sens prioritaire, il faut continuer. Je vois pas de flux vendeur. Et tout ce qu'on voyait à la vente, pour moi, c'était que ça. On voit la même chose sur l'Eurostoxx, puisque c'est là que tout se passe. Donc, on voit ces phénomènes d'arbitrage. Et après, je l'avais dit pourtant, mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Les banquiers centraux ont récité ça comme un mantra. Ils ont vraiment réussi à convaincre tout le monde qu'ils n'allaient pas durcir la politique monétaire. C'était pas même Kaplan qui est un peu dur. Lui, il a dit non, mais vous inquiétez pas. Et puis, voilà, le peu de vendeurs qu'il y aurait eu, ils faisaient rien. Et quand ça s'est réinversé, vous avez vu, on a fait -5, +4. Ah oui. Mais et surtout, quand vous avez des mouvements avec 0 retracement, avec des accélérations à des moments cruciaux, c'est-à-dire 17h20 juste avant l'échéance, la clôture, pardon. Ensuite, ouverture du marché américain. Voilà, non, mais oui un peu, mais avec la continuité des marchés le soir sur Globex. Ou jusqu'à 22h, c'est même pas 21h55. C'est-à-dire que comme il n'y a rien, à la fin, on retrouve à 22h des comportements qu'on avait sur des marchés actions quand il n'y avait pas le fixing, c'est-à-dire où ceux qui ont des ordres à exécuter envoyaient à l'époque des achats de 1 titre ou des ventes de 1 titre pour essayer d'accrocher le cours le plus haut. Vous vous souvenez de cette époque-là ? Ils font la même chose sur les futurs. Ils envoient des rafales d'achats de 1. Et ça se joue à 22h alors ? Ouais, c'est à 22h et moins une seconde, quoi. Enfin, c'est dans les deux dernières secondes. Pap. Et puis, comme ça se croise. Alors, il y a une chance sur deux, mais comme ils sont là tout le temps, ils appuient sur un bouton, ça achète 1. Et puis, du coup, voilà, ça monte, ça finit au plus haut. Ouais. Regardez, même hier soir, je crois. Enfin, ouais. on finit. C'est quand ça monte, on finit toujours plus haut. Donc c'est quand ça monte, il n'y a même plus un vendeur qui se met en face. Ouais. Et là, je l'ai déjà fait du Philippe Béchade. C'est vrai que... Laissez-leur faire il y a la secte, à Romain et à Philippe. Non, mais il y a la secte des banquiers centraux qui ont dû acheter un ordinateur pour passer des ordres de bourse avec juste la touche acheteur. Je rigole, hein. Mais souvent je dis, il exagère toujours un peu, Philippe. Mais en même temps, là, il n'exagère pas suffisamment parce que c'est vraiment délirant. Moi, en 40 ans, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on voit des algos, alors, je ne sais pas combien il y en a, mais il est là, il est branché, il achète tout le temps. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pour revenir là sur le marché, si on essaye d'avoir en tête un peu un schéma de marché, donc vous dites 6140, c'est le point bas qu'on a vu là sur les 2 dernières semaines. C'est quoi ? C'est déjà le point bas temporaire de ce marché ? D'accord. Oui. D'abord, quand vous dites là je rachète, c'est demain on retombe à 6150, 140, vous continuez de racheter. Faut voir comment ça... Moi, si vous voulez, dans la descente, ça a été évité tout, mais il n'y avait pas de volume. Donc il n'y avait pas de flux, il n'y avait pas un volume d'arbitrage, tout simplement.
Et la création, elle se fait de deux manières, si vous voulez. Vous avez les ventes de futurs sur les options. Ensuite, sur les ventes de futurs sur les options, créent une différence avec le cash. Donc après, il y a d'autres arbitragistes qui vont acheter, si vous voulez, le futur et revendre le cash. Voilà, et revendre le cash. Ce qui fait que si ils revendent à ce moment-là le cash, le futur à l'échéance disparaît, mais le cash ne disparaît pas. Les actions, elles, si vous voulez, les contrats à terme sont cash settlement, c'est-à-dire qu'on fait des différences de prix, mais il n'y a pas de livraison physique. Le cash, il faut le racheter. Les actions, il faut les racheter. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? En clôture, à l'échéance, ils ont racheté les actions. Philippe, votre mois de mai sur les marchés, j'entends. Non, mais... D'accord. C'est surtout les 15 derniers jours qui m'interpellent. Bon, si on prend le CAC 40, 3 vendredis, 7, 14, 21, 6385, 6385, et aujourd'hui, ils se sont loupés à 2 points, on a fait 6387. Donc c'est magnifique. Vendredi dernier, effectivement, Jean-Louis parle d'un algo, j'en ai jamais vu un travailler comme ça. En fait, ça avait commencé le jeudi. Le CAC qui reprend 235 points sans aucun retracement, j'avais jamais vu ça. Et avec des volumes. Plus le marché était haut, moins il y avait de volume. Et j'ajouterais même qu'en 33 ans d'existence du CAC 40, ça fait 33 ans que je négocie des contrats ou des options sur cet indice, j'avais jamais vu une évaporation des volumes au mois de mai, quand il y a la distribution des dividendes, où il y a toujours des arbitrages, vous voyez, entre ceux qui veulent les encaisser, ceux qui laissent les marchés, enfin, qui prennent le futur pour passer cette période et pas s'impliquer dans quoi que ce soit de fiscal. Là, je dois dire que j'en suis à échafauder des hypothèses. Il n'y a plus rien qui fonctionne de façon normale. Ou alors ça veut dire qu'effectivement tout le monde a reconnu que les algos sont totalement maîtres et que ça ne sert même plus à rien de se mettre en face. Bien entendu, ça fait déjà 10 ans qu'on ne se met plus en face des algos, mais ça vaut même plus le coup d'essayer de développer sa stratégie. Sur le S&P, c'est un peu différent. Sur avril-mai, 60% des gains du S&P se sont faits la nuit. 40% des gains seulement se sont faits pendant la séance. Quand vous dites la nuit, dans les échanges, ce qu'on appelle hors marché. Ouais. D'accord. Donc ça rouvre le lendemain sur un gap haussier, voilà, c'est les futurs. Donc ça se fait la nuit. Donc qu'est-ce qui travaille la nuit ? C'est les algos, hein. C'est pas des insomniaques. Hein. Bon, vous avez quelques insomniaques sur les cryptos qui sont un peu plus insomniaques depuis mercredi. Mais globalement, oui, ça se fait la nuit. Donc voilà, on a des marchés qui travaillent la nuit. On a je pourrais dire des sortes d'aphorismes à la Lewis Carroll. Plus ça monte, moins il y a de volume, plus ça baisse, effectivement, moins il y a d'acheteurs. Ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas d'acheteurs, puisque l'algo est là. Donc, on découvre, c'est ça qui est beau, c'est qu'on apprend, et puis c'est vrai qu'on est mis face des fois à, pas à nos lacunes, mais face à nos questionnements, parce qu'on se dit, mais à quel point il faut que les marchés soient complètement désertés par les êtres humains pour qu'on en soit à ce genre de configuration. Et en même temps, enfin, quand je regarde les données un peu fondamentales de flux, notamment, on voit quand même qu'il y a de l'argent qui va vers les fonds actions, les mutual funds américains. Je veux dire, c'est des collectes sur 3, 4, 5, 6 mois qui sont quand même très, très intenses. Donc il y a quand même aussi du vrai argent qui va s'investir dans ces marchés. Bien sûr, on connaît tous l'expression. En ce moment, l'argent suinte des murs. Mais ça suinte des murs chez des intermédiaires, des asset managers qui ont des clients américains, singapouriens, ce que vous voulez. Mais en France, il n'y a pas vraiment de flux. Par contre, aux États-Unis, évidemment, puisqu'on est, je crois, maintenant à 650 milliards investis depuis début novembre, donc c'est des masses phénoménales. Mais là, depuis la fin de l'échéance avril, on voit qu'on est sur un plafond de verre qu'on voit très très bien sur le S&P. Et là, quand on a 650 milliards qui déboulent, qui offre une contrepartie à hauteur de 650 milliards, il faut quand même que ça soit des costauds, si j'ose dire.
faut quand même que ce soit des sacrées grosses mains. Et Romain l'évoquait, on a assisté à plusieurs rafales de ventes ciblées, notamment sur les semi-conducteurs, 3 rafales d'une intensité, là aussi, que moi, dont j'ai pas le souvenir. Ça s'est bien absorbé. Pourquoi ? Parce que je pense qu'eux, ils ont déclenché les ventes quand ils ont vu effectivement que des institutionnels de collecte de liquidités des particuliers, du retail, sont arrivés. Ils ont dit c'est le moment d'en lâcher. Donc effectivement, quand on commence à avoir des grosses mains qui vendent face à 99% d'acheteurs, l'expérience nous démontre que généralement c'est le 1% qui a raison. Bon, Romain, encore une fois, on va parler des cryptos dans un instant, mais sur le marché action, là, sur le CAC, les marchés européens, est-ce qu'en termes de hiérarchie sectorielle, est-ce qu'il y a des choses à noter, des secteurs forts qui le sont moins aujourd'hui, des secteurs faibles qui sont peut-être en train de revenir ? Est-ce qu'il y a des points particuliers à soulever depuis la dernière échéance ? Il y a toujours les secteurs du luxe et les secteurs bancaires qui sont forts. Ouais. Le luxe encore aujourd'hui. Les banques, c'est les meilleures performances sur l'échéance, là, quasiment. Oui, toujours. Le luxe ne doit pas être loin, mais effectivement, les bancaires devant. Il y a quelques secteurs qui bougent, nouveaux, un petit peu à surveiller. Il y a l'alimentation qui passe secteur fort. La santé, qui était en retard, et ça se confirme cette semaine encore largement. Les télécoms aussi qui bougent un peu, qui donnent des signaux. Des secteurs boring, comme je les appelle, avec de tout le respect qu'on leur doit. Mais c'est vrai que c'est les secteurs un peu ennuyeux dont on ne veut pas généralement quand le marché est un peu animé. On va chercher un peu ce qui a sous-performé vraiment et ce qui était en retard. On va surveiller aussi les utilities qui donnent des signaux de surperformance. Et puis, il y a des petits mouvements qu'on aimerait bien voir confirmés, mais de la Chine et du Japon depuis le début de la semaine. Donc ça, c'est assez nouveau, mais c'est des marchés qui étaient vraiment en retard depuis le début de l'année quasiment, qui avaient été des gros calls de l'année dernière et qui sous-performaient et qui là bougent un petit peu. Sinon, le secteur faible remarquable, c'est le voyage et loisirs qui était surperformant depuis quelques semaines. On a un marché qui est un peu monomaniaque, il a des secteurs préférés pendant un moment, et en dehors du luxe, effectivement, qui reste le secteur fort par tous les contrevents et marées, il y a des changements et de mode, et le voyage et loisirs, ça a été un moment, et là, ça sous-performe un peu. Pour le reste, les secteurs sont plutôt globalement à peu près tous en ligne. Il n'y a pas de grosse sous-performance à noter. On voit des frémissements sur certains, peut-être qui pourraient conduire à former ces petites extensions, mais encore une fois, pas beaucoup de relais. On le voit, on le disait, après 1500 points de progression d'affilée sur un indice, qui a envie de payer sur les niveaux actuels? Pas grand monde. On va au mieux attendre une consolidation et dans l'idéal des replis. Alors des replis probablement pas extrêmement marqués, parce qu'il y a toujours beaucoup de liquidités, toujours beaucoup de soutien. C'est un marché qui est un peu bloqué pour payer plus et qui donc est le jeu de la spéculation en fait beaucoup en ce moment, avec plus ou moins de pression et des timides retours de vendeurs qui sont liés plutôt à des considérations techniques, effectivement. C'est des mouvements qu'on n'observait pas précédemment. C'est que la position ouverte n'augmentait pas avec la baisse. En tout cas, c'est plutôt lié à des conditions techniques, effectivement. Ouais. Bon, et le schéma d'une consolidation idéale, possible, probable, ce serait quoi, Romain ? Vous nous disiez en début d'intervention que la semaine avait un petit peu modifié peut-être les attentes que vous pouviez avoir dans l'idée d'une consolidation, qu'elle pourrait peut-être être moins sévère que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques jours. Oui, effectivement, parce qu'on avait des mouvements très, très désordonnés. Avec des accélérations baissières brutales et des nouveaux plus hauts formés ensuite. Ça donne ce qu'on appelle des structures d'élargissement. C'est un marché qui est désorienté. On attribue ça généralement au fait que les grosses mains distribuent, qu'ils enlèvent ensuite la pression et que les mains plus faibles, moins initiées au marché, repayent. Et donc, vous voulez voir le marché monter, faute de contrepartie. Et c'est un peu le schéma qu'on avait avec des volumes plus lourds à la baisse et un peu plus légers dans les rebonds. Sauf qu'en n'allant pas former de nouveaux plus bas et en n'allant pas s'aligner sur les bornes basses de ce triangle inversé et en remontant en s'arrêtant de baisser un peu avant, on a plutôt des structures d'une structure de retournement qui se font de façon assez harmonieuse sur le DAX, sur le S&P, sur les grands indices aussi small et mid caps. Donc tout ça se fait sur de nombreux indices en même temps, avec de façon moins désordonnée. Donc c'est une structure de retournement, le diamant. A priori, ça met un peu plus de temps à se former. Elle pointe vers début juin au maximum. Alors pas jusqu'aux banques centrales, ce qui me surprend parce que le calendrier aurait été parfait. La BCE c'est le 10, la Fed 15 et 16 juin. Voilà, et là les figures pointent plutôt entre le 2 et le 10 juin au mieux. Et ce sont des structures de retournement généralement.
pas toujours, ça peut être aussi des structures de continuation, mais dans la majorité des cas, ce sont des structures de retournement. Et donc, des structures qui font de l'ordre de 4 à 5%. D'accord. Donc, ça dépendra du moment où elles se déclenchent, mais ça renvoie à des mouvements qui se situent entre 6050 pour l'indice CAC et 5009 pour les extensions, pour le mouvement minimal. Ce sont des cibles minimales qu'on surveille, mais voilà, qui semblent légitimes. Il y a toujours ce déficit un peu de couverture, effectivement, dont on évoquait, le fait qu'on soit un peu plus complaisant. Ça va pas être, ça gênera personne que le marché rebaisse un peu et les points d'entrée. C'est le consensus d'ailleurs, et le consensus il est plutôt à 7-10% de ce que j'entends. C'est ce qu'on disait en début de semaine. Ouais. Et donc voilà, 4-5, ce serait peut-être une médiane qui plairait à tout le monde et qui permettrait d'entrer. En revanche, si ça se met en place, ce sera quand même un coup d'arrêt dans la hausse et on ne va pas repayer tout de suite, je pense, dans la foulée. On aura un peu de temps pour se repositionner. Jean-Luc, vos commentaires, et puis sur les intérêts de marché, en dehors des indices, est-ce que j'ai eu le sentiment que ça se calmait un peu sur les small, mais ça fait déjà, je crois qu'on en parlait déjà le mois dernier avec vous, c'est confirmé encore à l'issue de cette échéance, et le CAC et le CAC small sont au coude à coude là, en termes de perf depuis le début de l'année. Ouais, mais derrière les indices, il y a beaucoup de sociétés et c'est vrai qu'il y a quand même des grosses baffes sur beaucoup de valeurs. Là, en fait, si vous voulez, on est à des niveaux de prix. Vous savez, le travail de gestion, c'est difficile. Ils se disent, mais ils doivent être hyper sélectifs. C'est-à-dire que, en effet, on croule sous les liquidités, mais à un moment donné, le problème, c'est qu'est-ce qu'on achète avec, quoi. On en est vraiment là. Donc, les recoveries, oui, ok, on les a déjà joués pas mal. Tel secteur, alors comme tu dis, c'est la mode qui va durer quelques jours, et puis après, on passe à autre chose. Moi, je pense, malheureusement, que soit il n'y aura pas de repli, ou très peu comme là, soit le jour où il y en aura un, il sera fort. Voilà. Alors, minimum 5850. Vous voyez, donc un truc déjà pas mal. Et le jour où on aura un vrai retournement, c'est-à-dire qu'on peut très bien rebondir sur 5850, revenir sur les 6000, j'en sais rien, enfin, imaginons un truc comme ça. Et derrière, si ça dévisse, ça sera fort parce que le bull trap, quoi. Ouais, c'est parce que je pense que la seule nouvelle aujourd'hui qui fera baisser les marchés, c'est la hausse des taux. Donc on aura la crainte de l'impact. Alors évidemment, c'est toujours la même chose, mais là, ça sera beaucoup plus puissant, je pense, sur les endettements de tout le monde, des sociétés, donc des entreprises, des États, de tout le monde. Et l'idée aussi que si on est vers les 6000, par exemple, à ce moment-là, si on commence à prendre conscience que les gens se diront j'ai beaucoup gagné grâce à mes actions depuis 2 ans ou 3 ans, on verra le timing, parce qu'il n'y a pas de timing là. On aura ce transfert qui, par les professionnels, est fait assez rapidement. Il y a des ajustements qui se font. On prend plus de risques pour essayer d'aller gratter combien. Et donc, du coup, on ira se placer sur les taux, sur des obliques, sur des taux qui rapporteront peut-être, je ne sais pas combien à ce moment-là. Mais on aura un effet, je pense, de balancier extrêmement violent. Parce que de toute façon, vous le voyez bien, tout étant géré par des algos, ça va très vite. Vous dites que c'est un marché, si le marché doit baisser, ça peut baisser très fort. Ouais, très fort et violemment. Et violemment. Ouais. Et à l'inverse, le risque à la hausse, vous le mesurez comment c'est parce que bon, 6004, on se rapproche des 6009, mois. La dernière fois, je vous ai dit, je ne sais même plus où ça peut aller, parce que moi, tout ce que je vois, si vous voulez, c'est ce que je répète tous les jours, c'est j'essaye d'acheter le mieux possible. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout dans le barrez-vous. Non. Je vois bien, pour moi, qu'il n'y a aucune faiblesse structurelle. On a un marché qui s'est construit dans la douleur et la méfiance. Je suis désolé, mais quand on voit des marchés à 6004 avec une volatilité à 15-16, et que dès que ça baisse un peu, on est remonté à 22 là, jeudi de l'ascension, on était monté à 22. C'est un message extrêmement violent. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Mais moi, ça me rassure plutôt que justement, il y a beaucoup de méfiance. Oui, mais justement, c'est pour ça que ça ne baisse pas. Sur ces niveaux historiques. Et donc, pour qu'il se fragilise, il va falloir des processus que j'avais... Il faut que la vol rebaisse d'abord, il faut regarder les indices de volatilité. À un moment donné, ce qui se passe souvent, c'est ce qui s'était passé en fin 2019. C'est pour ça que j'ai dit, barrez-vous. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vois ? Je vois un marché... où les gens ne savent plus quoi faire, c'est-à-dire la sélectivité est compliquée. Donc, on voit les gérants qui commencent à acheter des contrats à terme futurs, Rostock. Pour être dans le marché. Pour être vite dans le marché, parce qu'à 8h du matin, il faut déjà être présent, ou à 9h en tout cas, et on n'a pas le temps de passer des ordres sur les actions. Et puis après, on se dit, ça vaut 6 000. Par exemple, à l'époque, c'était, on est à 6 000, 6 100.
Bon, si ça tombe à 5008, moi, ça m'intéresse d'acheter. Je serai acheteur potentiel à 5008. Qu'est-ce que je fais? Je vends le put de 5008. Et puis, j'en vends, puis j'encaisse. Ça dure un certain temps, tout ça. Et les jours, c'est pour ça que je dis, le jour où vous aurez un catalyseur. Bon, évidemment, il y a eu virus, violent. Ouais. Mais j'avais dit, avant mars, on aura tout vendu, hein, largement. Donc, j'avais dit 3 mois. Donc, novembre, décembre, janvier, voilà, avant fin janvier. C'était cette histoire-là, c'était que, à un moment donné, le problème, c'est qu'il y a tellement de poudre vendue que dès que le reversement se crée, il n'y a plus rien en face. C'est-à-dire que le gérant, il n'en veut plus de ces trucs, donc il essaie de vendre. Tout le monde, et puis tu as tous les algos qui vendent face à les puts, et puis il n'y a plus personne en face. Et puis voilà, puis vous on n'y est pas. C'est pas, pas la situation actuelle. Non, encore une fois, vous verrez que les problèmes viendront de phénomènes endogènes au marché, de par sa construction. Philippe, on en vient au chaos des cryptos. Bah oui. Toujours. Bah, ça rime. Non, mais déjà, est-ce que, je ne sais pas, dans la gamme d'explications qui nous est offerte par les médias, les observateurs plus ou moins chevronnés, est-ce qu'il y a une ou des explications qui vous paraissent plus convaincantes et pertinentes que d'autres? Bon, je vais commencer par la construction, c'est-à-dire la configuration graphique au soir du 18 mai. Quand les derniers acheteurs commencent quand même à faire un peu d'huile, ceux qui ont payé le Bitcoin à 64, qui le voient en dessous de 50, commencent à trembler un peu. Ceux qui ont de l'Ethereum à 4100, ils le voient à 3005. Bon. Et puis arrive l'avertissement de la Banque centrale de Chine. Moi, je lis le communiqué. Je l'ai déjà lu, ce communiqué. Bah oui. On a tous eu l'impression d'avoir déjà eu l'info. Je l'ai déjà lu. En 2017, en 2019. Rebelote. Alors le minage, jusqu'à hier, il n'était pas question d'en restreindre le développement en Chine. Et je me suis dit, mais par contre, ça ressort en Chine, mais je l'ai entendu également aux États-Unis, je l'entends à droite, à gauche. Il y a de plus en plus de banquiers centraux qui disent, qui passent le message que la souveraineté, le monopole de l'émission et du crédit ne se négocie pas. Je dirais, même avec des gens qui auraient les meilleures intentions du monde, vous voyez une espèce de Cardano, bisounours, matinée de Dash, où on étudie toutes les possibilités d'échanger des NFT, de petites licornes qui gambadent sur des arcs-en-ciel. Même les créateurs des cryptos auraient les meilleures intentions du monde et seraient d'une probité absolue. Vous voyez, pas le genre de grosses baleines qui manipulent quelques petites digi-cryptos avec des noms exotiques. Non, même avec des gens sympathiques, les banques centrales, le message, c'est non. Voilà, il n'y aura pas de système de paiement parallèle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste après ? Ah bah tiens, il y a le fisc américain qui hier annonce que pour 10 000 $, il faut déclarer. C'est un petit peu comme dans un régime de contrôle d'échange. Vous avez encore le droit d'envoyer de l'argent à l'étranger, mais il faut tout déclarer. Voilà. Donc maintenant, vous bougez le petit doigt, on sait que vous êtes sur les cryptos. Il n'y a pas besoin d'être extra lucide pour anticiper que quand même il y avait une réglementation au moins, et ne serait-ce que fiscale qui allait se mettre en place. Lucide, est-ce que ça a seulement constitué un frein sur le Dogecoin, sur le Binance Coin, etc. Non, ça n'a pas été un frein. C'était la fête, c'était l'espèce d'euphorie, de stampede grégaire. Voilà, aujourd'hui, d'un seul coup, tout ça revient et ça tombe au moment où le Bitcoin matérialisait une tête-épaule. Je ne parle même pas d'un diamant, là, c'était vraiment une bonne tête-épaule bien classique. Sur l'Ethereum, on était à peu près sur le même genre de figure, avec un peu plus de verticalité sur les dernières semaines. On casse des supports, derrière, tous les algos se déclenchent. Là, je pense que, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'un crypto trader sur deux met de l'argent, met $250, $500, et puis c'est un robot qui derrière va couper si d'un seul coup on est menacé de perdre sa mise. Le problème, beaucoup de comptes ont été liquidés là, oui. Le problème, c'est qu'ils ont été liquidés, mais il y a de la paume, parce que vous placez un ordre sur l'Ethereum à 3003, il n'y a plus de contrepartie. Sur le Bitcoin, il n'y a plus de contrepartie. Vous êtes exécuté à combien ? Donc en théorie, vous êtes couvert, mais dans la pratique, les ordres, les stops, ils ne peuvent pas être exécutés.
Donc, il y a des gens qui vont se retrouver avec des ardoises. Alors, où ça sera les plateformes, où ça sera des particuliers. Mais enfin, comme on dit, il va y avoir du poil d'arraché. Et vous dites quoi, Philippe, à ce stade? Vous dites, là, c'est un énorme coup d'arrêt quand même à la dynamique du complexe crypto. C'est-à-dire, c'est refroidissement général. On entre dans une période d'ère glaciaire, là. Ou est-ce que non, ça peut très bien, dans 2 jours, repartir pour je ne sais on a vu raison, que Elon Musk a réussi à faire repartir le Dodge. Donc, il a fait 0,2240, il est remonté derrière à 0,43. Il a presque fait 100%. Bon, on a une volatilité paroxystique absolument dans les deux sens. Quand ça commençait à remonter, donc mercredi à partir de 15h03 ou 15h04, la liquidation était terminée et d'un seul coup, il n'y a plus de vendeurs. C'est remonté de 20-25% en quelques heures. Très, très, très facile. Bon, je pense que là, les grosses mains étaient là. Ça leur a rien coûté. Hein. Remettre 40% de mieux sur le Bitcoin à 42 000, ça, je pense qu'ils ont fait ça avec pas grand-chose. Voilà. Donc derrière, il y en a qui vont espérer, ceux qui ont payé 45 000, 50 000, 55 000, ils vont espérer qu'il y aura une deuxième vague de hausse. Je pense que ce soir, elle commence à être un peu compromise. Donc il y en a qui espèrent encore pouvoir limiter la casse. Mais, comme je le disais, les structures graphiques actuelles, quelle que soit la crypto, les structures graphiques sont épouvantables. Donc à court terme, là, on n'est pas sorti de la lessiveuse, vous dites, sur les cryptos. Voilà, mais c'est-à-dire il y avait énormément d'argent à se faire. C'était fantastique. Un run historique. L'Ethereum, $2000, le Bitcoin, 30 000, le Dodge, 0,22, tout ça, ça se voyait dans les graphiques. Donc là, il y avait une véritable avalanche, une catastrophe, un sell-off en panic selling absolument partout. Et les initiés, quand ils ont vu qu'on touchait les seuils, ils sont venus repayer. Et derrière, tout le monde reprend espoir. Parce que si ça a pris 40% en 48 heures, mais pourquoi pas 40% de mieux et on est tous sauvés? En fait, ce sont des marchés jeunes. Ça, c'est évidemment un problème important à mettre en évidence. Et il y a énormément d'émotions. Il y a beaucoup de traders qui sont que dans l'émotion. Et il y en a beaucoup. Pourquoi ils sont dans l'émotion vraiment exacerbée par... Ils ne savent pas ce qu'ils achètent, en définitive. Ils ne connaissent pas... Ils savent rien de cet actif. Bah, si tu sais rien, c'est bien, parce que derrière, il n'y a rien. Oui, mais justement, non, mais ils ont la peur du vide. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils se disent, mais peut-être que j'ai acheté un truc qui vaut 0. Vous voyez, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai acheté en définitive? Ils ne savent pas. C'est une bonne question. Et du coup, après, il y a le vide des carnets d'ordre, parfois aussi. Et par contre, en effet, ce sont des marchés manipulés, on va dire, où il y a des gens qui très concentrés. Non mais si vous voulez, mais très concentrés. Oui. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'il y a qui peuvent une toute petite minorité de grosses baleines, comme dit Philippe, qui détiennent 80% du marché. Mais à un moment donné, ça s'appelle la manipulation. Faut appeler surtout quand c'est concerté, par exemple. Alors là, bon, ça, l'action. Donc voilà, beaucoup d'émotions. Les gens ne savent pas ce que c'est. Oui, quand vous achetez une valeur, je sais pas moi, Michelin. Tout s'écroule, mais vous dites bon ben ouais, alors mais j'ai acheté un truc. C'est ce que j'ai derrière. Oui. Ils fabriquent des pneus. Je peux aller les voir. Ils sont à Clermont-Ferrand, etc. Oui, ils ont un repère. Là, ils n'ont pas de repère. Ce qui derrière déclenche de l'émotion et de la panique. Parce que la peur, ça déclenche la panique, la mauvaise décision. D'où la volatilité. Et est-ce qu'il faut racheter là ou pas? C'est la seule question, c'est le seul truc que j'ai envie de savoir. Nous, on a fait acheter hier. Voilà. Non, mais j'avais proposé 33 400. C'est pour ça, quand il dit 30 000, j'ai envie de lui dire, ouais, mais t'avais des niveaux avant. Mais bon, on les a défoncés. Mais bon, le 33 400 derrière, on a refait plus de 40 000. Donc, il y a eu des. Mathieu a fait du wave. J'y connais rien, pas trop là-dessus. Il a acheté du Wave. Je ne sais pas laquelle c'est. Wave, ça existe? Non, bah alors, restez non, mais si, un truc comme ça. Ils me disent, je gagne 60, je dégage. Je me dis, vas-y, moi, je sais pas, je les prends. Mais voilà, quand on a des vols comme ça, bon, ben voilà. Vous passez un point d'entrée historique pour des investisseurs de long terme. Donc, non, mais là, le fait que ça rebaisse, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Ouais, là, ça rebaisse. Attendons un petit peu. 10% de baisse sur les cryptos. Ça stabilise. Alors, on ne se remet pas de mouvement baissier comme ça aussi rapidement. Il y a effectivement cette structure de retournement qui était bien lisible graphiquement. Il y a plein de choses à dire, c'est extrêmement intéressant. Bon, déjà, on était un paroxysme de hausse et d'achat. Tout le monde s'intéressait aux crypto-monnaies. Ceux qui ne connaissaient pas les marchés, j'ai l'anecdote d'un ami mais qui avait peur des marchés actions et qui décide d'acheter des crypto-monnaies. Donc tu vois, c'est l'inverse même de ce que tu dis, qui comprend
C'est au contraire, il y a quelque chose de... Ils ont le sentiment qu'ils comprennent mieux les cryptos que les marchés actions traditionnels, finalement. La bourse, c'est le casino, mais les cryptos, tiens... Les cryptos, en fait, c'est quelque chose de fort, un mouvement de fond. Il y a un mouvement de masse, il y a un mouvement populaire cool. C'est ça. C'est la hype. Je crois que c'est ça. Il dédicace, il comprendra que je parle de lui. Mais voilà, il a raison. Je crois que c'est ça. Et ça, c'est un mouvement fort. Et on a vu ce paroxysme se former. Et effectivement, quand on regarde un graphique, vous l'avez là, le graphique du Bitcoin, il y avait un mouvement graphique parfait, avec une structure de tournement parfaite, d'école. Et la cible, 30 000, 50 points, c'est la taille de la structure précédente que vous avez là. Et le plus bas, ça a été 30 006. Donc, tout a été parfaitement orchestré, graphiquement, techniquement. Moi, je suis plus de cette école-là. On peut chercher toutes les explications qu'on veut à ce mouvement de baisse, que ce soit bien Elon Musk, la Chine, des éléments qu'on avait déjà. La nouvelle ou les nouvelles qui ont déclenché la symétrie, elle était on peut en discuter pendant des heures. Quasiment parfaite dans la structure. Là, il y a deux têtes, cette épaule, tête-épaule. C'est effectivement une structure particulière, mais la ligne de coup est parfaite et le mouvement d'accélération se fait parfaitement aussi. Donc, il y a un mouvement de purge qui se met en place, une cible graphique qui est touchée. Effectivement, quand on a déclenché un mouvement de baisse qui s'est mis en place depuis février, qu'il est aussi brutal que ça, et c'est que tout va plus vite avec les crypto-monnaies. On assiste à des mouvements qui auraient dû mettre des jours ou des jours à se mettre en place qui se font en quelques heures. De toute façon, la structure haussière est entamée et on va pas rebondir et retrouver les niveaux de top dans l'immédiat. Et puis, il reste toutes les questions en place. Moi, je pense que ça légitime pas vraiment le Bitcoin, mais la blockchain en général, les crypto-monnaies. Ce travail, ce fait qu'on veuille légiférer, réglementer, c'est le fait que tout ça est en train de se mettre en place, entre dans les mœurs, que des dizaines et des dizaines de milliers de personnes travaillent dessus, et que donc ça va devenir un actif qui va prendre de la valeur, qui va se légitimer. Et je pense que ce mouvement d'arrêt, ce mouvement technique est au contraire un signe très intéressant, qu'il est observé par pas uniquement des gens qui savent pas ce qu'ils font, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. C'est qu'à 30 000 $, il y en a quand même certains qui pensent que ça... Je pense qu'il y avait en tout cas la fin d'un mouvement baissier au minimum. Et puis ensuite, après, s'ouvrent toutes les questions effectivement de réglementation, de comment on va légiférer. Quelles sont celles qui vont survivre à tout ça, parce qu'il y en a des milliers. Il va y avoir celles qui sont viables et les autres pas. Court, Jean-Louis. Son copain est tombé dans un biais cognitif bien connu, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs solutions que vous connaissez bien, et vous avez eu un raisonnement de bon sens, on va dire, et vous dites ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, et du coup, vous avez envie de faire quelque chose, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu comme le genre d'échec, il a 4 variantes, il les étudie pendant je sais pas combien de temps, le temps passe, tic-tac, tic-tac, il faut jouer. Donc du coup, il en trouve une dernière, il se dit tiens, mais ça a l'air d'être pas mal, il le fait, et là c'est pareil, du coup il va sur le Bitcoin, et c'est la pire des choses en général, parce que justement tu n'y as pas réfléchi, et surtout quand tu sais pas ce qu'il y a dedans, etc. Voilà. C'est un biais vraiment connu du mauvais choix quelque part. Philippe Béchat, 2 minutes. Et si l'or était le nouveau Bitcoin? Parce qu'au moment où on a vu le crash des cryptos, l'or accélère. Surtout pas. Que l'or reste l'or. Ce qu'il est, et qui ne se transforme pas en un objet spéculatif. Et avec ce qu'est l'or aujourd'hui, c'est un actif qui est intéressant, là. C'est un actif, en tout cas, qui intéresse les Chinois. Alors après ça, est-ce qu'ils en détiennent 10 000 tonnes, 15 000 tonnes, 20 000 tonnes? En tout cas, certainement beaucoup plus que les 6 000 tonnes qu'ils veulent bien déclarer. La Russie en achète. Il y a beaucoup de gens. Ça, c'est quoi? C'est la Banque centrale chinoise qui officiellement dit il y a 6 000 tonnes dans les coffres. Voilà. Donc un jour, ils nous diront qu'il y a beaucoup plus le jour où ils mettront en place leur devise numérique. Alors avec une blockchain plus ou moins gourmande en énergie, on verra à ce moment-là si la thématique verte a encore une quelconque pertinence. Mais en tout cas, oui, je pense que l'or a un intérêt. L'argent également, parce que c'est un métal à la fois industriel, un hedge contre l'inflation. On aura besoin de beaucoup d'argent, c'est sûr. On va en consommer. Donc, il y a un moment, là, on est dans une congestion entre 25 et 50. Parce qu'on déborde pas franchement les niveaux qui sont identifiés, là. Oui. Bon, là-dessus, il y a le dollar qui se reprend un petit peu. Donc, il y avait peut-être une occasion qui est passée, mais qui se représentera à nouveau, je pense. Et puis, c'est vrai que les cryptos ont complètement vampirisé la haute monnaie. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens vont redécouvrir que finalement, l'or a 4 millénaires de track record plutôt positif.
Bon, on s'arrêtera là-dessus sur les 4000 ans d'histoire du track record de l'or avec Philippe Béchade, Romain Daubry, Jean-Luc Hussac, les 3 sorciers de Smart Bourse, chaque 3e vendredi du mois pour faire le bilan du mois écoulé, de l'échéance mensuelle sur les marchés. Une échéance qui a à nouveau été positive puisque le CAC a expiré à 6395 points. Ce soir, le CAC 40 en clôture termine à 6386 points. Toujours un écart entre le futur et le cash, effectivement. Et on passe donc sur le futur juin. Il y a encore des dividendes en juin, oui Jean-Louis ? 30 points. 30 points de dividendes, donc 30 points d'écart entre le futur juin et le CAC 40 cash. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve dans un mois.